En octobre dernier, déjà, je vous interrogeais sur les conséquences délétères pour les relations franco-africaines de la réduction drastique des visas alloués aux ressortissants du Maghreb. En dépit de l'annonce de la normalisation de notre politique des visas dédiée en fin d'année, les mesures de rétorsion que la France avait adoptées ont laissé des stigmates et la situation ne semble toujours pas stabilisée. Un exemple, la baisse de 30% du nombre d'apprenants à l'Institut français de Tanger illustre la lente dégradation de nos liens d'amitié et le profond ressentiment de familles pourtant francophones et francophiles qui préfèrent, pour certaines, se tourner vers d'autres pays qui leur octroient sans difficulté un visa Schengen. 6 mois se sont écoulés, c'est d'un autre pays dont je voudrais vous parler qui va servir d'exemple concret, mais il y en a malheureusement beaucoup d'autres. Il s'agit du Cameroun, où les difficultés entourant les demandes de visa pour la France ne cessent de s'aggraver. Elle commence avec l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous puisque seules 50 places sont proposées pour environ 500 demandes par jour. Afin d'apurer les retards, le poste a sollicité des renforts et fait le choix de passer par un prestataire dont la gestion des prises de rendez-vous, dont le numéro de téléphone dédié semble injoignable. À Yaoundé, des officines privées continuent à bloquer des créneaux et à les revendre à des tarifs exorbitants à des personnes qui, pour des raisons professionnelles, familiales ou médicales, doivent impérativement se rendre en France. Il apparaît donc que les mesures annoncées par votre ministère en décembre dernier n'ont pas les effets escomptés. Tout comme les conseillers des Français de l'étranger de la circonscription, je suis régulièrement saisie par des compatriotes dont le ou la conjointe ne parvient pas à obtenir de rendez-vous pour un visa de court séjour en France. Monsieur le ministre, je vous alerte régulièrement sur le besoin urgent de renforcer les équipes consulaires afin d'alléger la surcharge de travail des agents que je constate lors de chacun de mes déplacements. Je voudrais vous faire une proposition. Ne serait-il pas envisageable de permettre, à minima pour les demandes de visa de court séjour, le dépôt du dossier par voie électronique, puis de consacrer l'entretien avec un agent à l'observation des originaux et à la vérification de la conformité des pièces? Alors qu'une première alerte avait été lancée en octobre dernier quant au dysfonctionnement de la plateforme MaPrimeRénov', nous constatons qu'une situation ne s'améliore toujours pas. Il y a un mois, la défenseure des droits Claire Hédon affirmait devant la commission d'enquête sénatoriale sur la rénovation thermique que les difficultés d'accès à MaPrimeRénov' étaient toujours pas résolues. Depuis octobre dernier, ce sont des centaines de signalements supplémentaires qui ont été reçus, portant d'ailleurs leur nombre à près de 1500. La plateforme MaPrimeRénov' souffre de graves dysfonctionnements techniques récurrents et identifiés. Accès et dépôt de pièces impossibles sur la plateforme, annonce d'inéligibilité lors de la demande de versement de l'aide alors que les travaux sont réalisés, délai interminable, absence encore d'informations ou argent non versé. Ces problématiques techniques vont ralentir, voire rendre impossibles les travaux de rénovation énergétique alors qu'il y a une urgence car ça peut entraîner des conséquences sociales dramatiques. Soit ça aggrave la situation des ménages modestes en attendant le versement de leur aide, soit ça les plonge dans d'autres ménages dans la précarité. Bien que l'ANA ait mis en place un accompagnement renforcé pour les dossiers en difficulté les plus anciens, rien n'est fait concernant un problème majeur de MaPrimeRénov'. Il y a une rupture d'égalité devant le service public qui persiste, avec justement l'obligation de passer par un portail internet et le refus de mettre en place des canaux alternatifs au 100% numérique pour constituer les dossiers. Monsieur le ministre, alors que les dysfonctionnements se multiplient et que les urgences sociales et climatiques se font de plus en plus pressantes, comptez-vous enfin ouvrir les guichets physiques dans les espaces France Service pour rétablir l'égalité d'accès aux services publics de la rénovation thermique? Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question était la suivante. Est-ce que vous allez mettre en place dans les France Service des accompagnateurs rénov' pour aider nos concitoyens sur le montage de dossiers? Je ne pense pas que je peux répondre votre question au couple de retraités de la Somme qui a dû contracter un prêt à un taux de 15% parce que justement il n'avait pas les versements d'aide et parce qu'il n'avait pas de nouvelles de vos services. Donc si vous voulez, je pense qu'au bout d'un moment on ne peut plus attendre, il faut agir. Le 24 avril dernier, la maire de Rennes et les présidents des différentes associations de commerçants de cette ville ont adressé à la Première ministre un courrier relatant les grandes difficultés commerciales, financières et assurantielles traversées par ces commerçants et artisans rennais situés en centre-ville. En effet, ils ont subi d'importants dégâts liés notamment à la violence d'éléments extérieurs, à la mobilisation contre la réforme des retraites. Ici, il est bien essentiel de rappeler que ces dégradations, y compris contre le mobilier urbain, pourtant bien public, et ces troubles à l'ordre public ne doivent en aucun cas être amalgamés avec toutes les manifestations qui ont été organisées par les syndicats et qui se sont très bien déroulées. En 2016, Rennes a fait aussi face à une situation aussi singulière qui appelle une réponse singulière pour aider et accompagner ces commerçants et artisans doublement victimes.
Victimes d'importants préjudices matériels et de lourdes pertes d'exploitation, la baisse du chiffre d'affaires des commerçants du centre-ville est estimée à 41 millions d'euros pour le premier trimestre 2023. Victimes aussi d'un défaut de couverture assurantielle qui se manifeste notamment par la résiliation unilatérale de leur contrat par les assureurs et par l'insertion d'une clause instaurant une période probatoire de 2 ans sans sinistre dans le cadre des contrats nouvellement proposés. En 2016, le gouvernement avait rapidement réagi en remboursant les franchises et en débloquant une aide exceptionnelle pour compenser les pertes d'exploitation et préserver l'activité économique et l'emploi. Madame la ministre, êtes-vous prête à aller dans le même sens et à soutenir les commerçants et artisans de Rennes en mettant en place un fonds de compensation ? Êtes-vous également prête avec vos collègues de l'économie et des finances à faire évoluer la loi afin que les assureurs ne puissent plus rompre unilatéralement les contrats dès lors que les dégradations sont le fait de casseurs isolés ? Vous savez, les commerçants et les artisans subissent ainsi une double peine. C'est une affaire de justice, mais aussi de sauvegarde de nos centres-villes. Dans mon département du Nord, la commune de Saint-Saulve vit une situation financière particulièrement difficile liée au calcul de sa dotation globale de fonctionnement et peine à sortir la tête de l'eau. Monsieur Yves Dussart, son maire, le dénonce depuis plusieurs années auprès de l'État et de ses représentants sans que rien ne change jamais. Je serai directe car je ne suis pas la première parlementaire à me saisir de ce sujet. D'autres collègues députés ou sénateurs sont déjà intervenus en hémicycle. À chaque question, toujours les mêmes réponses. Le gouvernement reconnaît que la situation est anormale, mais rien n'est fait. Par avance, je vous prie, Madame la Ministre, de ne pas gâcher le précieux temps de réponse que vous avez pour nous dire encore qu'il s'agit du poids de l'histoire concernant le calcul de la DGF ou de ne pas rentrer dans des explications techniques connues de tous. Vous les connaissez, les élus le savent déjà, nous le savons tous déjà. De fait, c'est une question d'égalité de traitement, d'autant que le président de la République a déjà débloqué des fonds exceptionnels de par le passé. Je pense à celui reçu par exemple par la ville de Marseille. Les élus, légitimement, ne comprennent pas ce 2 poids 2 mesures. Je vous demande donc une réponse concrète à la question suivante. Allez-vous, oui ou non, apporter une aide immédiate à la commune de Saint-Saulve, en quelque sorte son dû ? Le maire de la commune, croyez-le bien, Madame Faure, est le premier à écouter votre réponse. Je vous remercie également, Madame la Ministre, de vos éléments de réponse. Néanmoins, vous comprendrez qu'ils ne me satisfont pas, car il n'y a pas de réponse concrète, précise, dans l'urgence pour la commune de Saint-Saulve, qui est vraiment en attente. Et par conséquent, ce que je suis obligée de constater, c'est que vous ne vous engagez pas à venir au secours de cette commune qui est en grande difficulté. Je souhaite appeler votre attention sur la situation de l'Agence française anticorruption. Comme vous le savez, cette agence créée par la loi du 9 décembre 2016 devait répondre notamment aux critiques de l'OCDE qui pointaient, je cite, la faible réactivité des autorités françaises et la faiblesse des moyens affectés aux enquêtes dans la lutte contre la corruption. Or, depuis juillet 2022, les 6 personnalités qui composent la commission des sanctions, qui peut être saisie par l'agence, ont cessé leurs fonctions et leurs successeurs n'ont pas encore été nommés à ce jour, à ma connaissance. Ensuite, le magistrat qui dirigeait l'Agence française anticorruption vient de terminer son mandat et la direction est donc vacante. Enfin, une circulaire dédiée au traitement des atteintes à la probité qu'il a annoncée en septembre 2022, qui devait être adressée début 2023, se fait également attendre. Pour toutes ces raisons, je vous demande, Madame la Ministre, quelles décisions vont être prises afin de donner à cette agence, dont le rôle est essentiel, les moyens d'assumer sa mission. J'espère que les 6 personnes composant cette commission des sanctions vont être effectivement nommées, puisque le texte, avez-vous dit, est paru, et que le directeur, qui est en cours de nomination depuis déjà un certain temps, finira par être nommé. Je rappelle que l'ancien directeur a déclaré devant l'Assemblée nationale, une commission de l'Assemblée nationale, que les capacités d'action et les personnels sont nettement inférieurs à ce qui était prévu au moment
de la loi, 53 effectifs, il était question de 70. Voyez-vous, il faut que cela augmente et vu l'importance du sujet, c'est absolument nécessaire. C'est une question que j'ai déposée en octobre dernier, donc la réponse a tardé à venir jusqu'à nous. À la suite de révélations de la presse, les Français, comme le Parlement, ont appris la tentative de la DGFiP de faire évoluer le fichier des comptes bancaires et assimilés, FICOBA, en 2021 pour y inclure toutes les informations bancaires des citoyens français. Ce processus s'est fait dans une opacité totale, telle que ni le Parlement, ni la Commission nationale informatique et liberté n'avaient été avertis de ces démarches, pourtant garantes des libertés publiques. Nombreux sont nos concitoyens qui se questionnent, dont certains m'ont interpellé, sur la tentative de Bercy de s'arroger autant de données personnelles sans l'accord de la représentation nationale. Aussi, merci de bien vouloir expliquer sur cette réforme qui dispose d'aucune base légale à ce jour, je crois, tout en détaillant la vision de Bercy quant à l'utilisation des informations bancaires des Français dans un futur proche. Comme il va y avoir une loi de finances, j'encourage le gouvernement actuel à déposer devant la représentation nationale des projets qui fassent que ce ne soit pas une réflexion technique, mais bien une approbation du législateur. Il ne faut pas marcher sur nos plates-bandes. Depuis le 1er janvier 2023, en application de la loi Pacte, tous les centres de formalité des entreprises ont été regroupés sur un seul site, le guichet unique. Cela représente un défi colossal à la charge de l'INPI. Pour avoir rencontré la Chambre des métiers et de l'artisanat de mon territoire, la réalité sur le terrain est difficile. Depuis la mise en œuvre de cette simplification, de nombreux dysfonctionnements sont apparus, laissant dans le désarroi des milliers d'entrepreneurs, mais aussi le réseau consulaire, ce qui a eu pour conséquence le mécontentement, le stress des mandataires, des clients et des collaborateurs consulaires. Si les chambres des métiers ont perdu le rôle de service public dans la gestion de centres des formalités, elles le conservent quant à la validation des déclarations traitées par le guichet INPI. Or, il a été constaté des erreurs d'orientation d'entreprises vers les registres du commerce ou de l'URSSAF au lieu d'être orientées vers les chambres des métiers. Cela a un impact financier pour les CMA, puisque les entreprises non inscrites à la section artisanale du répertoire national ne seront pas soumises à la taxe pour les frais de la chambre. Par ailleurs, la qualification professionnelle n'est pas vérifiée, ce qui peut porter préjudice aux consommateurs. Comment comptez-vous sécuriser ces aspects dans les évolutions de la plateforme unique et quand pourra-t-on compter sur un guichet unique pleinement opérationnel ? Je vous remercie de votre réponse. Simplement une remarque. Pour avoir, avec la délégation aux entreprises du Sénat, visité l'INPI, on a écouté les explications. Je pense que dans la construction de ce guichet unique, si les chambres consulaires n'avaient pas été considérées uniquement comme des acteurs, mais comme des partenaires à part entière, les choses se dérouleraient beaucoup mieux.